Bienvenue dans le débat. L'Ukraine a intensifié ses frappes sur le territoire russe. La Russie a déclaré avoir abattu la nuit dernière un total de 419 drones ukrainiens. Le maire de Moscou, Sergueï Sobyanin, a déclaré que l'armée russe avait intercepté une soixantaine de drones qui visaient la capitale russe. Volodymyr Zelensky a affirmé sur X que les attaques de longue portée avaient touché un centre de communication par satellite dans la région de Moscou pour la deuxième fois. En Crimée, l'Ukraine bombarde dans le but d'isoler la péninsule que la Russie a annexée en 2014. Depuis le début de l'année, le temps semble être du côté de l'Ukraine, même si bien sûr les bombardements russes quotidiens continuent. La Russie a lancé sa plus grande attaque aérienne contre l'Ukraine hier avec un total de 537 armes aériennes tirées. Alors quelle est la stratégie des Ukrainiens? Le vent tourne-t-il en leur faveur? Quelle est la réponse de Poutine? On va revenir aussi sur la tentative d'assassinat d'un oligarque ukrainien à Monaco qui a fait 3 blessés, dont sa compagne. On va en parler avec mes invités. Nous avons Elena Voloshin ce soir avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Grand reporter, auteur de Propagande, l'arme de guerre de Vladimir Poutine aux éditions Autrement, pour lequel vous avez le prix Albert Londres. Merci d'être là. Jean-Maurice Ripper, bonsoir. Monsieur l'ambassadeur, ancien ambassadeur en Russie, en Chine, co-auteur avec Claire Brisset et Marc Perrin de Brichambault du livre, donc ça vient de sortir, La paix par le droit, et c'est aux éditions Douin. Bienvenue. Pascale Joannin est avec nous. Bonsoir, vous êtes directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Le rapport Schuman, je cite, sur l'Europe, État de l'Union 2026, qui vient donc de sortir aux éditions Hémisphère. On va le voir. Et puis nous avons, le voilà. Et puis nous avons en direct de Tallinn, en Estonie, Anton Alexejev. Bonsoir. Vous êtes journaliste pour la chaîne publique estonienne. Merci d'être là. Merci. On vous entend pas, j'espère que ça va fonctionner le son. L'Ukraine qui tente donc d'affaiblir la Russie en attaquant d'abord le territoire russe avec ses drones, mais aussi en essayant d'asphyxier la Crimée qui a été annexée par la Russie en 2014. On fait un point en images d'abord avec Jean Barrère. Des images satellites d'une opération planifiée qui porte ses fruits. Celle qui consiste à isoler la Crimée méthodiquement. L'Ukraine a frappé ces dernières semaines des sites stratégiques de la péninsule annexée par la Russie en 2014 grâce à des évolutions technologiques sur les drones. Des ponts, des dépôts de carburant, des axes ferroviaires ou encore des ports, coupant de tous ses approvisionnements ou presque le territoire. Le gouvernorat russe a été jusqu'à interdire la vente de carburant aux habitants. Nous verrons la situation et si besoin nous marcherons. C'est un problème pas seulement ici en ville, mais dans toute la péninsule et le sud de la Russie. Les autorités russes reconnaissent faire face à des difficultés. Elles ont annoncé des coupures d'électricité dans toute la Crimée. Mais d'autres mesures ont été prises comme la fermeture à 20h des commerces, bars et transports publics ou l'annulation des colonies de vacances cet été. Les Ukrainiens n'ont jamais accepté l'annexion de la Crimée. Le ministre de la Défense ukrainien promet de faire de la péninsule une île dans un avenir proche. Jean-Maurice Ripper, donc il y a la Crimée que les Ukrainiens parviennent, en fait, on peut le dire, pratiquement à isoler. Et puis les drones hier soir, mais c'est la deuxième grande attaque de drones ukrainiens donc, qui vise les environs de Moscou. Quelle est la stratégie des Ukrainiens, à votre avis? Est-ce que c'est justement d'affaiblir la Russie, de couper en fait justement la Russie du front russe? Écoutez, elle est incroyablement intelligente. Nous en parlions avant d'arriver sur ce plateau. Pendant 4 ans, j'ai entendu des gens m'expliquer que le temps jouait pour la Russie. Le président Zelensky et les Ukrainiens ont fait que le temps jouait pour eux, discrètement. Je me souviens, il y a 1 ou 2 ans, je crois, on a cru qu'ils allaient arriver jusqu'en Crimée au moment de la première contre-offensive. Ils se sont rendus compte qu'ils n'y arriveraient pas, à passer le fleuve, à déborder les défenses russes. Souvenez-vous qu'ils s'étaient enterrés comme au temps de la guerre de 14. Et donc ils ont attendu et ils procèdent autrement. Ils procèdent en frappant les infrastructures pétrolières, les ponts, pour empêcher que les quelques forces qui existent en Crimée soient ravitaillées par la route du Nord, en essayant aussi peut-être de refrapper le pont de Kerch, comme ils l'ont fait au début du conflit en 22, mais ça sera probablement moins efficace. Et quant à la Russie, je crois que la stratégie me semble relativement simple. Il faut, selon les Ukrainiens, que les Russes réapprennent ce qu'est la guerre.
La guerre, ça ne consiste pas qu'à tuer des civils, des femmes et des enfants ukrainiens. Ça veut dire qu'il y a maintenant aussi des Russes qui subissent les contre-coups de cette guerre. Et je crois qu'il y a eu un sondage Gallup qui est paru hier, je crois, qui montre un effondrement assez drastique de la popularité de Vladimir Poutine, du gouvernement et de la façon dont les Russes jugent cette guerre. Elena, comment sont-ils arrivés là, les Ukrainiens? D'abord, il y a les moyens technologiques, les drones qu'ils produisent eux-mêmes. Est-ce qu'il y a eu un changement de stratégie, de tactique? Est-ce qu'on peut parler d'audace, là, du côté ukrainien? Ce qu'on peut entendre, en tout cas dans les propos de Volodymyr Zelensky, c'est ce qui s'apparenterait à un changement de doctrine, parce qu'il l'a dit ouvertement et pour la première fois aussi frontalement. Il a dit « Nous n'avons pas voulu cette guerre », je crois que c'était il y a 2 semaines. « Nous n'avons pas voulu cette guerre, mais si notre Ukraine brûle, votre Moscou brûlera aussi ». Il n'a jamais été aussi explicite dans sa menace. Et effectivement, des salves de drones comme il y en a, comme ces 2 vagues que vous avez décrites, c'est aussi nouveau. Le fait qu'ils arrivent à pénétrer l'espace russe, cela signifie probablement que la défense anti-aérienne russe a été anéantie et donc ces drones arrivent jusqu'à Moscou. Il y a aussi une première, c'est un bébé de 6 mois qui a été tué dans cette salve de drones avec un drone qui est tombé sur une maison individuelle. Donc ça va aussi faire que la Russie va monter en puissance dans son récit d'un pays qui est agressé, en essayant d'utiliser en fait cet événement comme la justification de la nécessité de défendre la patrie. Mais en tout cas, je pense que côté ukrainien, donc maintenant c'est une vraie, c'est ce qu'on peut. Non, ça peut pas être contre-productif parce que c'est une guerre. Dans une guerre, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui meurent des 2 côtés. Il y a des Ukrainiens qui meurent depuis le début de la guerre et des civils russes, quelques civils qui sont morts depuis le début de la guerre, mais incomparablement par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui une contre-offensive en fait véritable, mais on parlait toujours des contre-offensives ukrainiennes sur le front. Mais là, on est dans une contre-offensive d'ampleur majeure, de haute intensité, de grande ampleur, qui vise à en fait attaquer directement la Russie. Et là, on est vraiment dans un tournant. Et c'est, comme le disait Monsieur l'ambassadeur, absolument surprenant. Plus de 4 ans après le début de cette guerre à grande échelle, là, on se serait attendu au fait que les Ukrainiens soient plutôt affaiblis. Pascal Joanniquet, alors justement, son objectif politique, il s'est donné 40 jours, Zelensky, pour amener Poutine à négocier. La victoire est-elle possible? La victoire, dans le sens où on mettrait dans une future négociation des atouts dans le jeu ukrainien, ils sont en train de les obtenir. Et donc, ils partent avec des cartes qui sont beaucoup moins faibles qu'il y a quelque temps. Il faut encore convaincre Poutine de venir à des tables de négociation. Il s'y est pour l'instant toujours refusé. Il est dans un déni perpétuel. Je fais la guerre et tant que je ne l'ai pas gagnée, je ne m'assierai pas avec ce type que j'aborde, etc. Donald Trump ne fait plus pression, puisque Donald Trump est plutôt sur le front moyen-oriental. Et donc, après avoir essayé de faire des choses avec Vladimir Poutine, on se souvient de plein de choses à Anchorage, etc. Là, il n'y a plus de Donald Trump. Donc, Poutine, il est livré à lui-même. Il est livré à lui-même avec, en effet, des Ukrainiens dont la capacité de résistance est maintenant d'offensive est formidable. On aurait pu, comme vous l'avez dit, au bout de 4 ans, les voir épuisés, fatigués, etc. Non, ils sont sur le front et ils y vont. Économiquement, les sanctions quand même qui ont été données à la Russie par l'Union européenne, le Royaume-Uni, le Canada, ça commence aussi à faire effet. Et puis, les attaques qui sont faites ciblées. Au contraire, autant les Russes tapent un peu n'importe où, autant les Ukrainiens tapent ciblés sur des dépôts de carburant. Ça fait mal aux Russes et ça fait quelque part mal au président russe qui se trouve de plus en plus dans une position, alors pour le coup, lui, avec moins de cartes en main. Anton Alexejev, des drones ukrainiens déviés de leur trajectoire en fait tombent assez régulièrement dans les pays baltes, en Estonie, là où vous vous trouvez, et aussi en Lituanie. Il y a une interview de votre ministre, le ministre estonien des Affaires étrangères, dans le Financial Times hier, qui dit de toute façon ces chutes de drones ukrainiens sont le prix à payer pour nous. Pas question de dire aux Ukrainiens d'arrêter d'utiliser leurs drones et justement de frapper le territoire russe. Quel est l'impact en fait? Quel est l'état d'esprit des Estoniens aujourd'hui? Au final, je crois que la plupart de la population estonienne est quand même d'accord avec M. Tsarkna, notre ministre des Affaires étrangères, parce qu'on comprend très bien que si l'Ukraine va perdre dans cette guerre, alors nous, on est les suivants. Alors, ça veut dire que les gens sont d'accord
de rester patient, de tolérer ces drones ukrainiens s'ils tombent chez nous, et on espère qu'avec les Ukrainiens, nos militaires, avec des militaires ukrainiens, vont inventer quelque chose pour qu'ils ne tombent pas, par exemple. Parce qu'en fait, ils sont déviés de leur trajectoire, il faut expliquer, c'est ça, monsieur l'ambassadeur, Oui. ces fameux drones ukrainiens. Ils sont déviés de leur Parce qu'il y a des trajectoire, brouillages. où il y a des brouillages, où il y a des malfaçons. Ça, c'est malheureusement... Je voudrais juste, revenir sur deux choses qui me paraissent importantes. Oui, je sais, sur les Pendant fameux que- 40 jours, non? Pendant que M. Zelensky propose de rencontrer Vladimir Poutine, M. Poutine propose de rencontrer Donald Trump. Donc, je suis en léger désaccord avec ce qui a été dit tout à l'heure. M. Trump est pour l'instant et se comporte comme l'allié de M. Poutine. Il suffit de Toujours, regarder les donc il chiffres n'a pas de l'aide. changé. Depuis 2025, l'aide américaine a été quasiment supprimée. Par contre-coup, et je crois que c'est important notamment pour l'Europe, ce qui se passe actuellement et qui explique une partie de la résilience ukrainienne, c'est qu'une partie de l'argent de l'Union européenne, quand même, je le rappelle, 77 milliards d'euros depuis 2022 pour l'équipement et l'armement, est allé à la construction d'une industrie ukrainienne de la défense. Donc quand tout le monde disait on donne pas assez, la différence par rapport à M. Trump, nous ne cherchons pas désespérément à vendre du matériel, nous aidons les Ukrainiens à se construire des capacités. Vous avez vu qu'ils ont construit des drones qui maintenant servent de modèle au monde entier, y compris, si j'ai bien compris, à nous. Et Et au d'ailleurs, Moyen-Orient, oui. on va rajouter 4 milliards d'euros de l'Union européenne, ça a été annoncé hier, pour construire des drones encore plus performants, et ils sont en train de mettre au point un missile. Donc je pense que les Russes ont quelques soucis à se faire. Eh bien, on va écouter justement Vladimir Poutine qui a reconnu pour la première fois dimanche qu'il y avait bel et bien des pénuries de carburant dans son pays. Bien sûr, ces attaques contre nos infrastructures posent des problèmes. C'est évident. Nous constatons actuellement une certaine pénurie, mais elle n'est pas critique. Elena, alors il reconnaît une certaine pénurie, c'est la première fois, mais elle n'est pas critique. Donc il continue, Poutine et les autorités russes de manière générale, à minimiser la guerre. Il parle toujours d'opérations spéciales. Manifestement, il n'y a pas de sirène forcément, pas d'alertes qui sont lancées. Lorsque justement ces drones arrivent dans les environs de Moscou, on garde cette ambiguïté. Il est obligé de reconnaître, il est maître dans l'art de nier des évidences, mais enfin là, quand les Russes vont à la pompe et qu'ils voient qu'il y a un rationnement, forcément, Vladimir Poutine le dit. Et il y a un rationnement dans la plus grande partie des régions russes aujourd'hui. Donc ça, effectivement, il est obligé de le formuler. Mais de dire la situation est sous contrôle, ce n'est pas si grave que ça en a l'air. Et aussi, et surtout, nous nous accrochons à cette déclaration qu'il a faite au propagandiste Pavel Zarubin pour son émission hebdomadaire Moscou, Kremlin, Poutine. Mais il faut aussi entendre le discours qu'il a donné devant Russie Unie, où là, il réaffirme plus que jamais et il martèle ces grandes lignes qui sont de dire nous avons tous les moyens et les méthodes et la volonté politique pour vaincre l'Occident qui utilise les nazis ukrainiens comme une arme dirigée contre nous, nous irons au bout, etc. etc. Donc en fait, pour moi, il y a effectivement, il n'y a pas d'infléchissement, si vous voulez, du moins dans le discours, dans les objectifs. Il essaie juste de s'allier, comme toujours, le soutien de la population et du régime. Il martèle d'ailleurs l'unité sans arrêt. Il dit Russie unie, parce que c'est le nom du parti en l'occurrence, l'unité du peuple, nous devons être avec le peuple. Il part toujours au nom des intérêts du peuple. Donc, et il y a des élections de plus en plus, des élections législatives en septembre qui seront absolument sans Mettons des guillemets entre Mettons les des guillemets, s'il vous plaît, oui. justement, il Il n'y a utilise aucun beaucoup enjeu. le parti Russie Unie. Enfin, on a l'impression que C'est un pseudo-scrutin. il utilise autant qu'il peut utiliser tous les autres piliers du régime. Si vous voulez, d'ailleurs, Russie Unie, c'est très intéressant. C'est un parti qui a été fondé en 2001. Et pourquoi s'appelle-t-il Uni? Parce que Vladimir Poutine estime que la grande Russie de toutes les Russies, y compris les Ukrainiens, doivent être unis. Mais justement, il ne va pas changer, en tout cas, sur sa volonté de continuer cette guerre en Ukraine. Pour l'instant, il n'y a pas d'indication. Non, et d'ailleurs, on voit qu'il malgré est le quand même fait en qu'il- difficulté dans cet objectif-là, parce qu'on a quand même vu, c'était là en début de semaine, une photo quand même avec son voisin biélorusse. Alors, je sais que les relations ne sont pas toujours faciles, mais il est quand même allé chercher Loukachenko, qui alors pour le coup, lui, on met les élections entre guillemets, doublement, parce que en effet, la seule Russie
la seule Russie, qui est le premier pays par la dimension géographique, qui est le premier pays d'hydrocarbures du monde, etc. Enfin, maintenant, il y a les États-Unis, n'arrive pas, en effet, à gagner cette guerre. Et donc, après avoir été chercher le soutien de Coréens du Nord, on va chercher le soutien de Biélorusses, avec l'idée... Pour l'instant, je crois que Loukachenko fait monter les enchères et ne lui a pas donné un blanc-seing en disant, bien sûr, Vladimirovitch, on va venir à ta rescousse, parce que il faut qu'il gagne quelque chose. Et donc, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il est plutôt dans un style à faire monter les enchères. Tu veux vraiment un soutien, mais qu'est-ce que je veux en obtenir pour le plan de la Biélorussie? Oui, pardon, juste sur les Biélorusses, mais notre ami estonien aura peut-être un avis aussi sur la question. Souvenez-vous des revirements de M. Loukachenko. Il a déjà changé 4 fois de camp. Il avait annoncé il y a quelques années qu'il était prêt à suspendre l'accord de défense avec la Russie, puis il a signé un autre accord. Oui. Ensuite, il a participé à cet épouvantable transfert via la Turquie de prisonniers syriens pour qu'ils aillent se battre sur le front ukrainien contre l'Ukraine. Aujourd'hui, parce que les sanctions de l'Union européenne lui font mal aussi, il se dit peut-être que Poutine, je ne dis pas qu'il perdra la guerre, mais il ne la gagnera peut-être pas, donc il faut que je me rapproche des... C'est un équilibriste, pardon, mais c'est un... Oui, c'est un clown, excusez-moi, politique. Oui, mais Poutine en a besoin. Mais ça continue. Attendez, d'abord, la Biélorussie a été, Elena, sous votre contrôle, toujours un des endroits où se fabriquait un certain nombre d'armements. Vous savez, dans la Russie soviétique, on se partage, outre les fameux tracteurs bleus, je crois, fabriqués exclusivement en Biélorussie. Donc, Poutine a besoin de la Russie, surtout pour sa situation géographique, parce qu'elle contrôle une partie de la frontière du Nord et qu'il espère toujours pouvoir avoir une offensive pour couper les lignes arrières de l'armée ukrainienne. Mais je crois que ça, c'est une idée qui a fait long feu, enfin, me semble-t-il. Vous êtes d'accord, Anton Alexeïev? Pourquoi va-t-il rechercher le soutien de Loukachenko à ce stade, Vladimir Poutine? Je crois que M. Loukachenko, il a toutes les raisons à avoir peur de son partenaire, de Vladimir Vladimirovitch, parce que selon ce que je vois en Ukraine, la dernière fois quand j'y étais, c'était au mois de mai, alors des militaires qui étaient à Kiev et à Tchernigov, alors au nord de l'Ukraine, au bord de la frontière ukrainienne-bélarusse, et il était très sérieux par rapport à la possibilité que la Russie utilise à nouveau le sol bélarusse pour attaquer l'Ukraine. Et Zelensky a dit déjà à M. Loukachenko que Alexandre Grigorievich, c'est retranslateur, alors toute cette infrastructure, s'il vous plaît, enlevez-la. Sinon, on le fait nous-mêmes. Et alors, maintenant, on voit que M. Loukachenko explique à Vladimir Vladimirovitch qu'est-ce que je peux faire. Alors, c'est Zelensky qui me dit des choses comme ça. Il ne me reste que l'obéir. Donc il joue effectivement un peu sur les deux tableaux. Hein. Enfin, il tente, je pense qu'il y a effectivement une chose essentielle à rappeler au sujet de la Biélorussie, c'est que d'abord, juridiquement, c'est quasiment une annexe de la Russie. Il y a énormément d'institutions en commun, les accords de libre-échange. C'est quasiment un autre, comme on dit, objet de la Fédération de Russie, avec toutes les régions, etc. et les oblasts. Ensuite, même si effectivement Loukachenko supporte très mal son rôle de vassal et a tendance à être une girouette, mais la Russie a utilisé la Biélorussie comme un arrière-front depuis le début de cette guerre. Depuis 2022, donc. Ce qui est apparu comme des exercices russo-biélorusses, en fait, était une invasion du territoire ukrainien. La colonne de tanks et toute l'artillerie, en fait, qui a pénétré l'Ukraine vers Kiev, l'a fait par la Biélorussie. Sauf erreur de ma part, il y a aussi des armes nucléaires tactiques qui ont été disposées en Biélorussie. Sauf erreur de ma part aussi, non seulement on fabrique des armes, mais on retape en fait des tanks et des blindés qui ont subi des dégâts en Ukraine. Mais les Biélorusses ne sont pas. Donc en fait, la Biélorussie est un vrai arrière-front. Il n'y a juste pas de troupes biélorusses au sol, officiellement en tout cas, avec les Russes. Alors Poutine évoque toujours d'ailleurs dans cette dernière interview la réunion dans le Corrège avec Donald Trump, dont on se souvient, ce fameux mois d'août. Et voilà ce qu'il dit justement sur l'Union européenne. Pardon, on l'écoute. Les dirigeants européens prétendent avoir fait changer d'avis le président américain sur la situation en Ukraine. Je n'en sais rien. Et je doute que cela soit possible, étant donné que le président des États-Unis est un homme politique mûr et expérimenté. Il en est à son 2e mandat et il sait ce qu'il fait, je suppose.
Votre réaction, monsieur l'ambassadeur? C'est sûr que Poutine, c'est ce qu'il fait. Ouais. La question est de savoir si... Mais cette déclaration, si M. Trump, c'est ce qu'il fait. Écoutez, on aura la réponse dans une semaine. Il y a un sommet extrêmement important qui va se tenir à Ankara, je crois. Le sommet de l'OTAN. Le sommet de l'OTAN. Donald Trump a annoncé sa venue. Oui. On va voir. Oui. Enfin, après, à ce stade, il a dit qu'il venait. Il a dit qu'il venait. S'il vient, c'est plutôt un bon signe pour les Ukrainiens, parce qu'on se doute bien que là, au sommet de l'OTAN, on va enfin parler de nouveau de l'Ukraine, et plus seulement, pardon, c'est pas péjoratif, et pas seulement du Moyen-Orient comme le souhaitait Donald Trump, qui souhaitait oublier l'Ukraine. Là, il va être obligé d'en parler. Ça va être d'ailleurs compliqué, parce que vu l'imposition des Turcs au sein de l'OTAN, ça va être un sommet assez intéressant à suivre. En tout cas, vis-à-vis des États baltes, vis-à-vis de toute une partie des États, vis-à-vis de l'Union européenne, vis-à-vis de ses partenaires britanniques, ou même des alliés australiens, japonais ou coréens, il va bien falloir que Donald Trump dise quelque chose. Encore une fois, je rappelle que depuis 2025, plus rien n'a été accordé comme soutien américain aux Ukrainiens. Et on me dit même que les discussions qui ont été réentamées à la demande, si j'ai bien compris, de M. Zelensky pour obtenir des licences sur un certain nombre de produits américains sont complètement à l'arrêt. C'est-à-dire que les Américains veulent vendre et ils ne veulent absolument pas aider l'industrie ukrainienne. Donc, on va voir. Moi, je crois que Vladimir Poutine n'a pas fait l'impasse sur son allié préféré, qui est M. Donald Trump. Vous le Hélas. pensez aussi, parce que mais c'est intéressant qu'on lui pose cette question. C'est qu'il s'est Oui, quand même passé quelque chose ces derniers temps entre les Européens et Donald Trump, et surtout les Ukrainiens. C'est-à-dire on se souvient quand même qu'il a fait quelques initiatives qui n'ont pas toujours été suivies des faits. On peut penser à son sommet avec Kim Jong-un. Donc là, il a parlé des Ukrainiens en disant qu'ils étaient courageux. Il a changé de ton. Là, quand même si en effet, je suis d'accord avec vous, c'est le meilleur ami de Poutine, il y a quand même eu à Evian des rencontres avec Zelensky qui ont duré, et au G7, voilà, qui ont duré plus longtemps que prévu. Zelensky n'est pas resté la demi-journée, le débat il est resté plus longtemps. Il y a des petits signaux qui montrent quand même que Donald Trump est un peu énervé vis-à-vis de son copain, entre guillemets, Vladimir, parce qu'il l'écoute pas, finalement, il en fait qu'à sa tête et il n'écoute pas les conseils de d'oncle Donald, qui aimerait bien être le boss. Et il l'a dit l'autre jour, et moi je pense que quand on dit « je suis le boss », c'est qu'on l'est plus, quoi. Donc voilà. Et puis alors, moi je voudrais quand même dire sur la Crimée, c'est quand même très intéressant, parce qu'on parle beaucoup de la frontière, toujours du Nord, Moscou, etc. Mais ce que font aujourd'hui les Ukrainiens, c'est quand même 2014, la Crimée. Moi je me souviens, la dernière fois que je suis allée, c'était en 2013. L'annexion. Juste avant l'annexion. Ils arrivent à en faire, en effet, de la couper complètement de la Russie, d'en faire quelque chose de complètement isolé, avec le message... la Crimée aux Ukrainiens, quoi. Voilà, et on voit, alors, hormis le pont de Kerch, pour des raisons qui sont un peu spécifiques, il y a une vraie avancée ukrainienne vis-à-vis de la Crimée. Comment tout ça se termine-t-il? On a toujours dit, longtemps, vous savez, la Crimée, c'est fini, elle est russe, elle est perdue, etc. Moi, j'en serais moins sûre aujourd'hui. Est-ce que, pardon, juste une question, parce qu'il me paraît important de profiter de la présence d'Anton. Une des raisons pour lesquelles, quand même, je pense que Donald Trump a un problème avec ce qui se passe et avec le futur sommet de l'OTAN, c'est que je pense que la terreur, notamment du Pentagone, de l'entourage de Donald Trump, c'est de se trouver dans une situation où les Russes s'en prendraient effectivement à un des États baltes, à l'Estonie ou à la Lituanie, parce que dans ce cas-là, c'est l'article 5 de l'OTAN qui va se poser. Et donc ça, c'est un cauchemar pour Donald Trump dans la situation actuelle. Donc je pense qu'il est prêt probablement à parler à Vladimir Poutine pour tout faire pour éviter cette situation. Anton, justement, pour répondre, Anton Alexejev, pour répondre à monsieur l'ambassadeur, vous redoutez en Estonie, justement, une attaque, qu'elle soit militaire, qu'elle soit une sorte de guerre hybride, d'utiliser la population russophone en Estonie pour rentrer d'une manière ou d'une autre des Russes? Je crois que c'est bien possible, malheureusement. Ma femme, par exemple, n'est pas d'accord avec moi. Elle est estonienne, ma langue maternelle c'est russe. Elle est estonienne, elle croit que les Russes ne sont pas si horribles comme je le décris quand veut le dire. Quand je suis... ouais. Mais bon, mais je crois qu'ils sont vraiment horribles. C'est dangereux. C'est le danger, et c'est possible. Et on n'a pas de territoire aussi profond que les Ukrainiens.
les Ukrainiens, ils ont un trait qui est profond de 1200 km de Russie jusqu'à Pologne, par exemple. Nous, c'est 220 km. Alors, il faut qu'on soit prudent, il faut qu'on soit prêt. Je profite aussi de la présence de notre ami estonien, parce que dans le rapport Schuman, on a fait écrire votre secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, M. Zviesviov, qui dit justement l'Ukraine est notre combat, parce que si on ne résiste pas, enfin, si on n'aide pas l'Ukraine à gagner cette guerre, en effet, Dieu sait ce qui se passera après, et nous serons en première ligne. Donc en effet, c'est la contribution estonienne du rapport Schuman 2026. Un mot, Elena. On parle beaucoup d'ailleurs dans ces pays-là, mais aussi en Ukraine, du scénario de la bête blessée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il sera un peu plus acculé, Vladimir Poutine, moins dans une position de puissance avec ce qui se passe avec l'Ukraine. Et donc, ça veut dire peut-être une façon de se défendre différente, peut-être une réaction plus imprévisible, et peut-être justement l'attaque d'un de ces pays d'une manière ou d'une autre. Alors, Poutine ne se défend pas, et il n'est pas une bête blessée. Dans sa perception, je disais. Non, mais alors moi, dans sa description, plutôt. Non, oui, mais alors je bats en brèche tout de suite ces discours, en fait, qui sont ceux d'une Russie humiliée, qui aurait besoin de vengeance, de reprendre sa grandeur, etc. C'est complètement... Non, mais c'est aussi le ministre des Affaires étrangères, il n'y a pas de vision, mais en fait... étrangères ukrainien, qui parlait de l'ours blessé, de la bête blessée. Oui, mais non, il n'y a pas d'ours, en fait. La Russie, c'est pas un ours. La Russie, c'est un État. Non, c'est une image, évidemment. Non, mais c'est important de le dire. C'est important de le dire, parce qu'il n'y a aucun fond factuel. C'est purement un discours de propagande russe que de dire nous devons nous défendre. Il ne faut pas reprendre en fait dans nos affirmations, dans nos thèses, même dans la façon dont on pose les questions, ces discours, parce qu'il n'y a aucun fondement. En fait, ceux qui sont blessés aujourd'hui, ce sont les pays qui sont attaqués. Donc non, ce n'est pas parce que la Russie n'arrive pas à gagner sur le front ukrainien qu'elle va devoir se défendre en allant attaquer un pays balte. Il y a une stratégie impérialiste, un projet de départ qui est avant même que toute guerre n'existe et que tout conflit n'existe. Moi, j'ai couvert l'Euro de foot à Donetsk en 2012. Il n'y avait pas un séparatiste dans les buissons, il n'y avait aucune guerre, il n'y avait aucun conflit, il n'y avait aucune base pour un conflit. Donc la Russie n'est pas blessée à aucun endroit, elle va attaquer des pays. Et ce n'est pas parce qu'elle est en difficulté sur un front qu'elle va aller en ouvrir un autre. Justement, il pourrait peut-être être plus imprévisible ou prendre au contraire ce type de décision. Vous dites non, monsieur l'ambassadeur? Non, je pense que un des risques auxquels les États baltes sont déjà confrontés, d'ailleurs comme une partie de l'Europe, c'est ce qu'on appelle la guerre hybride, ce qui ne veut plus rien dire, mais ce sont les attaques sociétales. Les cyberattaques, l'agite-prop, comme on disait autrefois, dans la population d'origine russe. N'oubliez jamais d'ailleurs que, sous le contrôle d'Anton, que ces Russes des États baltes sont des Russes qui ont été installés par les Soviétiques après l'annexion des États baltes. Hein. Ce ne sont pas des gens qui étaient là d'origine. Bien, il faut le rappeler quand même, ce sont des Russes qu'on a installés là, c'était des colons. Qu'on a installé pour rendre russe. Bon, deuxième élément qu'il ne faut jamais oublier, c'est cette volonté de l'objectif proclamé de Vladimir Poutine de fait, c'est la reconstitution de l'Empire russe et de l'Empire de Staline. Et moi, je comprends, si j'étais balte, que je me sentirais légèrement inquiet, ou même fortement inquiet. Et donc, il y a des tas de moyens pour la Russie. Il faut pas se dire, demain, ils vont attaquer l'OTAN avec des armes tactiques nucléaires. Ça, très honnêtement, je ne suis pas un militaire, mais je n'y crois pas beaucoup. Déclencher une guerre nucléaire avec les États-Unis, notamment, et l'OTAN, je n'y crois guère. Surtout, je ne suis pas tout à fait sûr que les militaires russes apprécieraient, entre nous soit dit, parce que je comprends qu'il y a aussi des problèmes en Russie. Hein. Il y a apparemment un ancien combattant qui a quelques problèmes pour avoir supplié Vladimir Poutine d'arrêter ces massacres et cette guerre. Donc c'est pas si simple. Mais la guerre hybride, ça certainement, en gardant à l'esprit, et Elena a raison, que ce sont les Russes qui ont inventé le justificatif. Moi, j'étais à Moscou comme elle, j'étais ambassadeur en 2014, et je me souviens des premiers rapports que nous faisaient, parce que moi j'étais ambassadeur en Russie, pas en Ukraine, mais qui rentraient de Donetsk et de Lugansk, et je me souviens des conversations qu'on avait, où vous me racontiez comment, au bout de 3 jours, les mères de famille se promenaient dans les parcs avec leurs bébés, etc. Les Russes ont fabriqué une guerre civile à Donetsk et à Lugansk en chassant la population ukrainienne pour essayer de créer des États russes. D'ailleurs, au départ, tous les gens qui étaient au pouvoir, qu'ils ont mis au pouvoir, étaient tous des mafieux. Exactement. Alors, c'était tous des mafieux. Ils ont tous été zigouillés par la suite. Ils ont eu des problèmes d'équilibre sur les balcons. Oui, non, mais les gars qui tenaient, c'était des garagistes, c'était des gens qui avaient pris les armes fournies par les Russes pour occuper
le terrain, mais il n'y avait pas de situation de guerre. Vous faisiez allusion, j'imagine, au militaire Alexandre Lounine, c'est ça dont vous parliez, qui était donc mis en détention administrative. Il avait publié, je le rappelle, une vidéo sur Instagram qui a fait 1 million de vues, je crois, donc vraiment beaucoup de vues. Ce qui est beaucoup pour la 15 Russie. millions de vues, 15 millions de vues, on me dit dans l'oreillette. Donc 15 millions de vues, c'est beaucoup. Et effectivement, c'était aussi un peu nouveau. Ça a alimenté toutes ces critiques, Elena, justement, des Russes contre Poutine. Oui, alors c'était intéressant. Bon, après, il a été arrêté. Oui, non, mais c'est arrivé un peu dans la foulée des quelques vidéos d'influenceuses sur Instagram qui sont même pas forcément en Russie, qui disaient Vladimir Vladimirovitch, vous êtes loin des problèmes des Russes. Et puis après, tu as le militaire qui arrive, qui dit Vladimir Vladimirovitch, je veux être reçu parce que maintenant je vais vous raconter. Mais eux, ils ont des vrais problèmes. Par contre, je pense que cet homme a été au front. Il a vu des choses inimaginables, dans un niveau de barbarie en fait, mais vis-à-vis de ses propres hommes, comme peut le pratiquer seulement l'armée russe, qui monnaie en fait la vie de ces hommes, parce que tout le solde souvent que touchent les soldats russes va en pot de vin au commandant pour éviter de se faire envoyer dans les assauts. Et on a vraiment une situation qui est absolument désastreuse en termes de commandement et de cours de cette guerre, en fait, de comment sont organisés les hommes sur le front. Je pense qu'il a vu des choses absolument impossibles et qui ne correspondent pas du tout à l'idée de la grande armée russe victorieuse, unie comme un seul homme et qui se bat de façon complètement... Mais il est un peu le seul à l'avoir dit comme ça. Oui, alors pour moi, ma théorie, c'est que c'est quand même un individu isolé. La mayonnaise... Plus tous ceux qui sont passés par la fenêtre. La mayonnaise et puis il y a eu l'épisode de Yevgeny Prigogine aussi, qui a sans doute aussi inspiré la prise de parole, le fait de dénoncer. Et puis à un moment donné, il faut aussi se dire que ces gens sont potentiellement cramés en fait, et donc de ce qu'il a vu, ça l'a poussé à ce geste qui est un peu désespéré, parce qu'au final, évidemment, il finit en prison, il est arrêté ou il va être mort. Justement, un mot encore avec vous, Anton Alexeyev. Comment vous envisagez justement cette menace russe à vos portes? On se dit qu'ils vont peut-être pas, justement, que Poutine n'ira peut-être pas jusqu'à utiliser des moyens militaires évidents, mais créer une guerre hybride, en l'occurrence utiliser la population russophone d'Estonie. Est-ce que vous y voyez une sorte de possibilité de déséquilibre, même jusqu'à ce qu'il y ait même des séparatistes, un peu ce qui peut se passer en Moldavie? Je crois qu'on a toutes les chances. À Narva, par exemple, la ville frontalière, à Ida-Virumaa, au nord-est de l'Estonie, c'est la direction de Saint-Pétersbourg, par exemple, cette région-là. Je crois que cette région peut copier finalement le destin de la Crimée, où j'étais là, au Crimée, au moment du référendum de 2014, j'ai vu des gens qui n'étaient pas séparatistes, mais ils étaient tout simplement pro-russes. Ils voulaient que l'Ukraine ait des relations amicales très bonnes avec la Russie. Et donc, c'est la Russie qui est venue, qui a dit que non, c'est pas possible, on vous prend. Maintenant, c'est nous qui vous aide. Nous sommes vos patrons. L'autre fois, j'étais en Crimée en 2020, juste avant la pandémie de Covid, et les Russes m'ont laissé travailler en tant que journaliste, et je demandais aux gens, mais voilà, il y a déjà 6 ans que vous êtes russes, des citoyens russes, alors comment ça va chez vous? C'était mieux en Ukraine ou bien maintenant en Russie? Et la plupart des gens m'ont répondu mieux, c'était à l'Union soviétique quand même. Je crois que Narva et nos Russes, c'est à peu près ça. Donc Narva pourrait être effectivement se retrouver dans une situation de déstabilisation de l'Estonie si Poutine justement décide d'attiser. Ce serait facile. Ça serait facile. Un mot sur Narva, vous avez fait un très bon sujet d'ailleurs sur Narva que j'ai regardé, Elena, qui montre cette problématique. Alors en fait c'est difficile parce que autant en Ukraine en 2014, cette histoire d'interdiction de la langue russe dans les régions russophones, c'était une construction purement propagandiste sans aucune base factuelle. Autant en réponse à l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, l'Estonie a adopté notamment des lois d'uniformisation linguistique qui font qu'aujourd'hui, il y a un vrai ressentiment chez ces populations qui ont effectivement été déplacées à partir de 1945 par les dirigeants soviétiques, dont Staline. Et donc aujourd'hui, vous avez des enseignants effectivement qui n'ont jamais appris l'estonien et qui perdent leur travail. Vous avez dans plusieurs sphères des gens qui n'arrivent pas à avoir un passeport parce qu'ils n'arrivent pas à passer l'examen de langue. Et donc ça nourrit effectivement un ressentiment. Alors après, moi, je n'ai pas senti chez la population
population un quelconque sentiment belliqueux, une volonté que Vladimir Poutine vienne les libérer de nazis. Pas du tout, plutôt des gens qui disent, nous, en fait, on ne veut pas la guerre. Je pense qu'il y a une conscience du fait que la Russie agresse l'Ukraine, contrairement à ce que peuvent penser les Russes. Mais je pense que si demain, la propagande monte en puissance, la Russie déploie ses agents d'influence et toutes ses stratégies d'invasion non dites comme elle a pu le faire dans le Donbass, et agite surtout une menace et que la propagande joue sur le sentiment de peur animale qu'elle sait éveiller chez les populations, je pense qu'il y a un risque. Aujourd'hui, à ce stade, je pense que la situation et le fond, on va dire, le ressenti des gens est relativement stable et plutôt défavorable à une quelconque idée que la Russie vienne les occuper, en fait. Anton, donc Elena dit a priori plutôt peu de risques. Vous pensez quand même risque? Oui, parce que le risque consiste en... C'est pas à nous de ménager ce risque. C'est à Poutine. Il n'y a pas grand-chose qui dépend de nous. Alors, finalement, ça dépend de Russie. Si Poutine est occupé en Ukraine, on espère que... Bon, s'il n'oublie pas, mais il nous laisse en paix pour quelque temps. Mais s'il décide que, voilà, faut commencer encore une petite guerre, même hybride, contre l'Estonie ou Lettonie, alors bon, nos Russes ne sont pas tellement loyaux qu'on espère souvent. Donc, on voit que c'est possible. Allez-y. Non, il faut toujours se souvenir que Vladimir Poutine n'a jamais accepté la fin de l'Union soviétique et donc n'a jamais accepté le départ des États, les 3 États baltes, parce que la communauté russophone n'est pas qu'en Estonie, il y en a aussi en Lettonie et en Lituanie, avec des gens qui sont venus, mais qui n'ont pas fait l'effort d'apprendre la langue du pays dans lequel ils étaient. On parle aujourd'hui d'intégration, ces gens ont refusé d'apprendre la langue. Et donc, à un moment donné, ils ont eu le choix. Non, je ne suis pas d'accord parce que j'ai vu des enseignants qui assistaient à des cours de langue et qui les prenaient depuis très longtemps. Un certain nombre qui n'arrivaient pas à apprendre la langue. Oui, il y en a certains qui n'ont jamais eu ce réflexe d'apprendre la langue, mais je ne pense pas qu'il y avait un refus politique à grande échelle d'apprendre l'estonien. En tout cas, pour Poutine, ça peut être une opportunité. Ça peut être une opportunité de dire, on va récupérer les territoires qui étaient dans les fédérations soviétiques. Il nous reste 5 minutes. Évidemment, il y a eu cette tentative d'assassinat de cet oligarque ukrainien à Monaco hier soir, Vadim Ermolaïev. Son pronostic vital n'est plus engagé, mais en revanche, celui de sa compagne l'est toujours. Il a été accusé, monsieur l'ambassadeur, de collaboration avec la Russie. Il est donc visé par des sanctions décidées par Zelensky. On rentre quoi dans l'univers des oligarques ukrainiens, là? Écoutez, là, franchement, je n'ai aucune information particulière. La seule chose que je peux dire, c'est que le respect de la loi par les oligarques, fussent-ils russes ou ukrainiens, n'a jamais fait partie quand même de l'histoire de ces pays. Il faut être clair. Dès le début de la guerre en 14, on voyait des oligarques ukrainiens qui couraient partout publiquement dans les rues de Moscou pour faire du business et vice-versa. Enfin, tout le monde sait le rôle que jouait ce célèbre oligarque dans les mines à Donetsk et à Lugansk. Donc, mais ça ne veut pas dire, moi j'en sais rien, on nous dit que c'est une sorte d'affairiste, voilà, qui aurait trompé dans des combines bizarres. La seule chose que j'ai entendue du procureur de Monaco, du procureur général, si j'ai bien compris, c'est qu'il n'est pas totalement exclu que ce soit une affaire de raquette et pas du tout une affaire politique. Pascal Joannin. Parce que, évidemment, pour l'Ukraine, elle doit être transparente, faire le ménage, etc. Et lui était en conflit avec Zelensky, si j'ai bien compris. L'Ukraine, on le sait, il y a eu plusieurs, on va dire, petites alertes sur, en effet, le niveau de corruption. Et d'ailleurs, le premier chapitre qui est ouvert avec l'Union européenne, c'est le chapitre 1, fondamentaux, où on parle, en effet, de respect de l'état de droit et de la lutte contre la corruption. Et on sait que c'est un des... comme dans beaucoup de pays qui ont adhéré, c'est le premier chapitre qui est le plus difficile, que ce soit dans les pays des Balkans ou ailleurs, parce qu'en effet, il faut mettre fin à un système qui existait, sur lequel on fermait les yeux. Et même, Vladimir Zelensky a vu dans son entourage proche, à un moment donné, des gens à qui il a fallu qu'il coupe la branche pourrie. Donc là, dans cette affaire, on sait que Monaco attire un certain nombre de gens qui sont plutôt... Et lui est devenu chypriote, d'ailleurs. Il a renoncé à sa nationalité. Oui, mais c'est pareil. Chypre, pendant longtemps, adorait, avant de se faire reprendre, à mettre
des passeports dorés avant de se faire reprendre par C'est le l'Union pays européenne. de l'Union européenne qui vendait le plus de passeports. Exactement, et notamment aux Russes. Voilà. Oui, il est dans l'Union européenne. Oui, il est dans l'Union européenne, mais ils le font plus maintenant, c'est terminé. Voilà, il y a eu une période où ils le faisaient, voilà, ça n'est plus possible non plus. Elena, un mot là-dessus? Pas vraiment, non. Pas j'ai vraiment. d'infos, Vous voulez, donc, Anton je préfère pas commenter. Alexeyev, vous en avez parlé en Estonie de cette affaire à Monaco? Oui, on a suivi ça et je crois que, comme a dit Monsieur l'ambassadeur, c'était un personnage pas très Parce qu'il y avait honnête, qui avait une des banque problèmes avec la estonienne qui loi. était impliquée, il me semble. Il y avait une banque estonienne qui Je sais était impliquée à un moment donné. Oui. Peut-être, mais je sais pas. Pas plus que ça. Bon. Bon, merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. Merci à tous les quatre. Anton Alexeyev, merci d'avoir été avec nous en direct de Tallinn. Pascal Joannin, Jean-Maurice Ripper, Elena Voloshin. Merci donc à tous les quatre d'avoir parlé de cette guerre en Ukraine. Est-ce que c'est effectivement en ce moment, le vent tourne ou pas pour les Ukrainiens? Restez avec nous.